Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu des jardins forêts, mon avis par rapport aux formes qu'on peut voir dans les jardins forêts, par rapport notamment à l'entretien qu'ils peuvent demander. Donc je t'avais dit que je te ferais cette vidéo dans la précédente vidéo sur le désherbage par rapport au sol, enfin surtout sol à nu, sol enherbé, sol paillé. Voilà, comparer un peu comment ça garde l'eau dans le sol, surtout pour des périodes de sécheresse. Donc là je vais te parler tout simplement de jardin forêt, le choix de la forme, le choix du design du jardin forêt, de bien penser à l'entretien et surtout par rapport à ce qu'on voit sur les vidéos, enfin sur YouTube par rapport au jardin forêt, est-ce qu'il n'y a pas une partie du travail qui est cachée, parce que ça demande à mon avis énormément de travail, ou bien ils ont des écosystèmes qui sont très posés. Alors mon avis sur les jardins forêts, c'est que la forme labyrinthique n'est pas du tout adaptée et durable. Bien que le but avec un jardin forêt soit de faire justement un écosystème qui est durable, qui va durer dans le temps, qui est équilibré, qui est harmonieux avec la nature, je pense que la nature va toujours reprendre le dessus et qu'on ne nous montre pas sur internet tout le travail, toute la main d'œuvre, que ce soit le propriétaire ou le stagiaire, toute la main d'œuvre qui est mise dans le projet pour le faire tourner, pour que les plantes cultivées gardent l'ascendant sur les mauvaises herbes. Alors peut-être que dans le sud de la France c'est un petit peu plus facile qu'ici, en mettant par exemple des plantes qui résistent bien à la sécheresse, et bien les mauvaises herbes elles ne poussent pas trop parce qu'il fait sec, mais en mettant des plantes qui résistent à la sécheresse, on obtient quand même un résultat convenable. Mais dans le nord de la France, en tout cas, si vous laissez la nature faire, vous voyez la haie, en fait c'est pas une haie, c'est une haie de rumex. Donc ils ont poussé de ma hauteur, de ma taille, et ceci pourtant ça fait 2 ans. Donc ça fait 2 ans, vous imaginez un peu si vous faites un jardin forêt labyrinthique, vous allez devoir enlever des rumex ou mettre des paillages de partout en plastique, qui sont pas forcément très bio. Donc moi ce que je préfère plutôt, c'est avoir un jardin forêt en ligne droite, qui soit un minimum facile d'entretien. Ça permet de mécaniser les choses, donc du coup de gérer l'enherbement, et puis après on peut se faire plaisir avec plein de plantes. Après ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce qu'on veut des jardins forêt. Pour moi le jardin forêt c'est une envie qui est propre à nous, de construire des systèmes de production de nourriture qui sont durables, qui sont faibles en entretien. Mais ça, l'homme il l'a déjà inventé il y a bien longtemps. Alors après on a envie de diversité, on a envie de nouveaux fruits, mais tout ça, ça peut se coupler avec les systèmes qu'on avait il y a longtemps. Les systèmes qui sont vraiment durables, c'est les systèmes bocagés comme on avait avant. Déjà vous mettez une prairie au sol, vous avez un système durable, tant que vous, bien sûr vous exportez pas toute la matière que produit la prairie. Mais vous mettez un animal dessus, normalement ça reste un système assez durable. Et après dessus, vous pouvez mettre des lignes droites d'arbres et puis diversifier les types d'arbres. Vous pouvez diversifier aussi les strates comme ce qu'on voit dans les jardins forêts. Mais pour moi l'important ça va être de faire en ligne droite. Et puis pourquoi pas d'essayer de coupler justement avec des animaux qui pourront eux jouer le rôle de tondeuse écologique, donc de gestion de l'enherbement écologique. Parce que si vous avez un jardin forêt labyrinthique, que vous y passez un temps de fou, admettons, vous arrivez à l'entretenir, mais à un moment où vous serez vieux, ou vous tomberez malade, ou vous aurez envie de changer de projet, et dommage, celui-là, vous n'aurez plus forcément beaucoup le temps de vous en occuper, alors que s'il avait été mécanisable, vous auriez toujours le temps. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est vous faire réfléchir sur l'importance de faire un jardin forêt qui soit droit, en ligne droite, parce que qu'est-ce qui se passe si vous ne l'entretenez plus, votre jardin forêt labyrinthique? Eh bien, il va tout simplement monter en hauteur. Par exemple, vous n'avez plus taillé les arbres, donc les arbres vont devenir de plus en plus difficiles à cueillir. Si vous commencez à mettre des vignes dans les arbres, elles vont tout envahir, puisqu'il faut les tailler tous les ans très courts, les vignes. Sinon les grappes iront très haut, ça deviendra pénible d'aller les chercher, dangereux. Donc voilà, c'est vrai que c'est très chouette, ça fait joli, mais c'est difficile d'en tirer profit en fait. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le jardin forêt, premièrement, difficile d'entretien. Ce qui implique qu'à long terme, le risque, c'est que la chose périclite, donc ça va devenir une jungle impénétrable, qui produira de moins en moins parce que le soleil sera de moins bien utilisé, et qui au final va faire des fruits de plus en plus hauts, qui sont impossibles à cueillir, trop pénibles, des fruits pas forcément de bonne qualité aussi, parce que si on n'aère pas le système, on va avoir des maladies. Même sur des variétés résistantes, on peut toujours avoir un peu de maladies.
Du coup, c'est pas forcément pour moi un modèle qui au final est durable, même s'il peut paraître être la meilleure reproduction de l'écosystème de prime abord. Pour moi, c'est vraiment pas durable un jardin labyrinthique, puisqu'il est dépendant d'une association, des choses comme ça. Alors que si on est en ligne droite et qu'on reproduit un système bocager entre guillemets amélioré, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'herbe, des lignes d'arbres, peut-être une race de mouton qui ne mange pas les arbres au sol, par exemple le Shropshire. Lui va faire la gestion de l'enherbement, donc jusqu'à là on ne consomme pas de pétrole, donc c'est durable. Et on va avoir des lignes d'arbres qui vont vivre 40, enfin ça dépend du porte-greffe, mais de 20 à 200 ans. Donc voilà, on a aussi un système durable là-dessus. Et après on va jouer sur ces lignes d'arbres, varier, faire des strates différentes, plus au nord, plus au sud, varier les espèces, essayer de trouver des complémentarités entre elles. Voilà. Le seul truc qu'on doit abandonner, à la limite, si on met un animal et qu'on veut un système facile à gérer, c'est tout ce qui est au sol. Par exemple la strate basse, des fraisiers, tout ce que les moutons pourraient manger ou qui est difficilement mécanisable. Et pour ça, les limites, on se consacre 100 mètres carrés qu'on va mettre en fraisier, qu'on va désherber scrupuleusement, qu'on va clôturer pour pas que le mouton puisse y aller. Et voilà. Et puis on prend le fumier du mouton, on le met sur la parcelle cultivée, et puis elle devient pérenne aussi au niveau de la matière organique. Et on se retrouve avec un système durable, très diversifié, qui peut produire des fruits à l'année. Et pour ça, là c'est le métier du pépiniériste, de vous conseiller sur qu'est-ce que vous allez devoir mettre dans ce système-là pour qu'il réponde à vos attentes, pour qu'il soit durable, étaler les maturités, des variétés résistantes aux maladies, voir aussi avec le temps que vous voulez y consacrer, quelle forme d'arbre vous allez faire, un axe central en haute tige qui demande très peu d'entretien, ou au contraire un verger palissé. Ça c'est au choix, c'est le pépiniériste qui conseille en écoutant le client, en écoutant ses besoins. Et puis après, si on veut s'amuser, on peut faire des patterns, toujours en ligne droite. Et je rappelle, ça reste un système durable. On est durable sur la matière organique, sur l'eau. Ça stocke du carbone. Et en plus, on peut produire même de la viande si on veut faire des agneaux. Après, on peut aussi mettre n'importe quel animal de basse-cour, toutes les volailles, sauf certaines peut-être qui vont réussir à grimper dans les arbres et manger des fruits. Mais dans l'idée, voilà. Donc moi, ce que j'aimerais vous présenter là, c'est une idée par exemple de pattern que vous pourriez réaliser pour voir si ça pourrait vous plaire. Donc par exemple, admettons, voilà, on fait un palissage avec des vignes. Je vais prendre un peu de recul. Voilà. Ce qu'on pourrait faire, c'est là, vous mettez un arbre demi-tige. Bon, la vigne, vous la décalez un peu plus. À chaque piquet, vous mettez un arbre demi-tige ou un piquet sur deux. Donc ça fait un arbre tous les 14 mètres. Ce qui fait des petits points d'ombre pour les animaux, blabla. Ici, on a des vignes qui occupent la strate ici quand elles pousseront. Là, elles sont jeunes, donc elles sont pas encore assez vigoureuses. Donc elles occuperont cet étage-là. En dessous, on pourrait même mettre des petits fruits qu'on taille. Bon, là, ça devient assez intensif. On n'est pas obligé de mettre les petits fruits. Mais bon, l'idée, voilà, on peut mettre des vignes en bas, des arbres qui surplombent un petit peu. Du coup, l'intérêt de bien choisir des vignes résistantes aux maladies. Quelle conduite on va adopter à l'arbre qui sera ici? Est-ce qu'on va le tailler pour pas qu'il fasse trop d'ombre? Ou au contraire, là, juste au pied de l'arbre, on va mettre des petits fruits, par exemple des groseilles qui aiment bien, qui tolèrent l'ombre. Et puis entre deux, on va mettre des vignes, des petits fruits, un arbre, des petits fruits, des vignes, et puis des arbres, etc. On peut faire des modèles comme ça. Après, on peut faire aussi, si on veut, pour les petits fruits, il y a un modèle intéressant. C'est mettre des petits fruits palissés. Donc ligne droite, si on veut, on tond, tac, ça va très vite, très bien. Et puis on met des vignes très hautes tiges qui vont venir ici. Et on ne va pas palisser la végétation, c'est-à-dire que la végétation va retomber comme ça. À la limite, on peut mettre un T pour faire un genre de T-board. C'est un mode de conduite de la vigne. Et puis les petits fruits en dessous, qui vont avoir une ombre tamisée. Les vignes, si elle n'est pas trop dense, votre vigne, après il faut voir les variétés que vous choisissez, d'où l'intérêt du pépiniériste. Ça fera une mi-ombre aux petits fruits, qui auront produit au mois de juillet. Au moment où la vigne sera bien développée, en plein mois d'août, et elle va faire de l'ombre à vos petits fruits à un moment où eux ils ont déjà produit et où ils vont plutôt souffrir du soleil et de la sécheresse. Mais dans ce cas-là, on met la vigne plus haut, là on fait un bras à cet endroit-là. Enfin voilà, il y a plein de systèmes faisables. On peut mettre des. Là, il y a un Tuna sinensis qui galère un peu avec la sécheresse derrière le piquet. Ça, c'est un arbre condimentaire qui a un goût d'oignon. Voilà, après ça, ce n'est qu'une seule idée de système. On peut en inventer à l'infini avec des variétés différentes, des espèces différentes, des porte-greffes différents qui font que la même espèce ne va pas forcément faire la même taille. Et puis après, donc on a une idée un peu de la place que va prendre chaque espèce. Et puis à la taille en hiver, on va faire ça. On regroupe les espèces entre elles. Ça ne change rien pour moi au niveau des parasites.
On regroupe les espèces entre elles, hein, parce que les parasites de toute façon ils se repèrent à l'odorat. Donc que la plante, que le ravageur il soit là ou 40 mètres derrière, lui il sent l'odeur, il y va, que ce soit en ligne droite ou pas, pour moi ça change rien du tout. Un insecte qui vole, il va, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mais à 40 km/h peut-être. Pour lui c'est l'affaire de 5 secondes, quoi. C'est pas le bout de sa vie 5 secondes. Il va réussir à aller trouver la plante derrière. Et donc du coup on peut regrouper les espèces, ça va permettre d'une part déjà quand on taille d'aller beaucoup plus vite parce qu'on est dans le même, donc on n'a pas besoin de réfléchir à chaque fois qu'on change d'endroit. Ah oui, comment on taille ça? Là on va tailler tout de suite à la suite, donc on va se retrouver très rapidement de la façon de tailler. On va savoir faire, on mécanise mécaniquement, mais on mécanise, on industrialise en quelque sorte, même si ce mot est mal connoté. C'est quand même un super truc qui a permis à l'humanité de se développer et d'être beaucoup plus efficient. Donc si on regroupe, on est plus efficient pour la taille, pour la cueillette aussi, hein. On va pas aller chercher une grappe de raisin ici puis une grappe de terrain en bas du terrain. Voilà, on peut faire ça, puis on trie les variétés par ordre chronologique de maturité, et du coup on a un plan clair à suivre au fil de l'année pour récolter. Ainsi déjà on a des systèmes qui sont productifs, durables, faciles d'entretien et intuitifs pour en tirer le meilleur profit. Parce que c'est pas le tout de produire des fruits, il faut aussi les manger, les valoriser si on veut vraiment qu'ils soient utiles, et pas dépenser de l'énergie à entretenir un système qui n'est pas forcément très utile. Et du coup en plus si on met un peu de pétrole dedans c'est du gâchis, au moins là on valorise bien le pétrole. Voilà. Donc bon, après les systèmes sont duplicables à l'infini, hein. Là par exemple il y a un baie de goji. Bon, après les fruits sont pas terribles sur les baies de goji. Moi je pense que je vais la retirer du catalogue parce que ça va faire beaucoup de déçus. Et donc du coup voilà, on pourrait mettre une baie de goji ici. Moi les baies de goji je les taille en axe central, je fais un tronc et tous les ans je recoupe toutes les branches qui partent du tronc. Comme ça il va pas aller se marcoter partout. Et puis vous voyez, regardez, ça fleurit. Alors on n'a pas la première récolte de printemps, mais voilà, par exemple ici on a une baie de goji. On a une floraison d'été puis une fructification un peu plus tard, mais au moins on a une baie de goji qui est entretenue, qui va prendre tous les ans la même place, qui va pas aller se promener partout et très facile à tailler. Je veux dire, vous voyez, j'ai le tronc, et ben cet hiver je vais venir couper ici en laissant un petit chicot et ça va repartir, et voilà, c'est tout. C'est à peu près ça. Donc je sais que ma baie de goji en gros elle occupe l'espace du tuteur, et puis c'est tout, c'est très simple. Très intuitif, vraiment très simple. Voilà, après on peut faire ça avec ce qu'on veut. Quand on met des châtaigniers, des arbres plus grands, on les espace plus, ou bien on définit une zone qui n'est que pour eux. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pas été trop méchant vers les jardins forêts labyrinthiques. Je respecte ça, c'est intéressant, mais je pense que voilà, ça peut avoir des limites à long terme. En attendant, ce que je veux dire, c'est que les systèmes en ligne droite peuvent être durables, esthétiques, voilà, on peut mélanger tant qu'on reste dans des lignes droites, ou on peut aussi faire des lignes courbes, tant que ça reste un truc facile à suivre où il n'y a pas 50 manœuvres à faire. Voilà. Après, faire une ligne courbe avec des fils de fer sans jambes de force, c'est très compliqué, donc ça rend plus coûteux le système, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est que si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu verras, je vais continuer à faire des vidéos pour t'apprendre à prendre soin le mieux possible de tes arbres fruitiers. Après, en commentaire, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si tu veux que je continue à en faire d'autres dans le même thème, c'est-à-dire le jardin forêt, bon, la permaculture, même si je me définis pas du tout là-dedans. Les arbres fruitiers en règle générale, la taille, tout ça, comment bien planter, comment bien prendre soin, bien tirer le bon parti de tes arbres fruitiers. Voilà, donc si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications quand une vidéo sort, et à mettre un commentaire si tu as un avis par rapport à cette vidéo, ou même une objection à faire, hein. J'ai pas de jardin forêt labyrinthique, donc tout ce que je dis, c'est sur des suppositions puis des observations que je fais ici par rapport aux plantes qu'il y a ici et comment ça peut réagir. Après c'est mon métier, donc je vois à peu près de quoi je parle quand même. Mais n'hésite pas, si toi tu as un jardin forêt labyrinthique et puis qui ne te coûte pas forcément trop d'entretien, qu'il est très productif comme on pourrait le voir dans un verger professionnel, ben, je serais vraiment ravi que tu m'expliques dans les commentaires comment tu as fait. Voilà, et sinon n'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo, et surtout à la partager, ça peut me soutenir, ça peut permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo, peut-être les aider à réfléchir, à avoir des éléments de réponse. Parce que ce que je dis là, j'avoue qu'on ne le retrouve pas forcément beaucoup sur YouTube. On voit surtout un peu le jardin forêt un peu magique, un peu idyllique, mais on voit pas forcément le boulot qu'il y a derrière. C'est le problème sur YouTube. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, passe une bonne journée, au revoir.